Salut, je suis Max de Racontant des films. Si vous aimez nos résumés, abonnez-vous à la chaîne et laissez déjà votre j'aime pour nous aider. Aujourd'hui, nous allons explorer un film captivant de fantasy et d'horreur sorti en 2015, connu sous le nom de Portal of Tales. Préparez-vous, car il y a des révélations importantes à suivre. Ce film intrigant est structuré en 3 histoires distinctes. La première nous transporte dans le royaume magique de Longtrelly, gouverné par un roi et une reine. Apparemment, ils vivent un conte de fées, mais au fil du temps, on découvre que la reine est confrontée à une condition unique qui l'empêche d'avoir des enfants, la rendant profondément malheureuse. Le roi, déterminé à voir sa femme sourire à nouveau, cherche l'aide des médecins les plus renommés du royaume, mais tous échouent à identifier la cause de son affliction. Dans une tentative de la réconforter, il organise une représentation avec des artistes de cirque au château. Pendant l'événement, la reine remarque l'une des artistes enceinte, ce qui éveille en elle un sentiment de jalousie si intense qu'elle la conduit à une crise de colère dans sa propre chambre. Lorsqu'il en prend connaissance, le roi se rend à elle, promettant de faire tout ce qui est nécessaire pour la guérir. À un moment crucial, un mystérieux mage apparaît, affirmant avoir la solution au problème d'infertilité de la reine. Face à cela, le roi se souvient des innombrables tentatives infructueuses précédentes. Cependant, le mage assure qu'il est possible pour la reine de concevoir un enfant, remettant en question jusqu'où le roi serait prêt à aller pour sa femme. Sans hésiter, le roi déclare sa volonté de tout faire. Le mage, avec sa longue expérience et sa profonde compréhension des secrets de la nature, souligne l'importance de maintenir l'équilibre naturel. Il explique que pour qu'une nouvelle vie commence, une autre doit être sacrifiée. Animé par sa détermination, le roi et la reine acceptent de suivre les indications du mage. Il décrit alors un rituel inhabituel. Le roi doit chasser une créature marine gigantesque et en extraire le cœur, qui, une fois préparé par une jeune fille célibataire, accordera à la reine la capacité de concevoir. Motivé par la promesse d'un héritier, le roi s'engage rapidement à héberger la créature et commence les préparatifs pour la chasse. Au lever du soleil suivant, le roi se lance dans sa quête, localisant la créature dans les profondeurs d'une rivière. Profitant du moment où la créature repose, il se jette à la mer dans un acte de bravoure. Après un affrontement difficile, le roi vainc la bête, mais non sans subir de graves blessures. Avant de succomber, il parvient à extraire le cœur du monstre. De retour au château, la reine enveloppe le cœur dans un tissu, le préparant pour la prochaine étape. On découvre alors qu'une des servantes est adéquate pour le rituel, étant jeune, célibataire et innocente. Chargée de cuisiner le cœur, elle commence à ressentir une vague d'émotions inexplicables, aboutissant à sa propre grossesse inattendue. Après que la reine ait ingéré le cœur, elle tombe miraculeusement enceinte, et dans un développement parallèle, la jeune servante accouche également. Étonnamment, les 2 garçons, nés simultanément, partagent une ressemblance frappante, comme s'ils étaient des jumeaux. Le fils de la reine est nommé Elias, tandis que le fils de la servante est appelé Jonas. Le récit passe à l'adolescence des jeunes, montrant qu'ils ont grandi comme des frères. Alors que la reine profite de sa maternité aux côtés d'Elias, se sentant bénie par cette nouvelle phase, la véritable nature des garçons se révèle dans la blancheur de leurs cheveux, un héritage du monstre marin. Elias et Jonas développent une amitié indéfectible, contredisant les attentes de la société et surtout de la reine, qui voit d'un mauvais œil la relation entre le prince et le fils de la domestique. Elle met en garde Elias contre le fait que sa position royale l'empêche de maintenir une telle amitié, mais lui, valorisant son lien avec Jonas, choisit de désobéir. De plus, il est découvert que les garçons possèdent une capacité extraordinaire à respirer sous l'eau, un don qui les distingue encore plus. La situation s'aggrave lorsque la reine menace la servante, exigeant qu'elle mette fin à la rencontre entre Jonas et Elias, sous peine d'être bannie. Cependant, les jeunes défient les ordres et continuent de se rencontrer secrètement. Le conflit atteint son paroxysme lorsque Jonas se déguise en Elias pour visiter la reine, qui, en découvrant la supercherie, prend la décision radicale d'exiler Jonas, cherchant ainsi à préserver la distance sociale entre eux et à maintenir les apparences à la cour. Elias tente de dissuader Jonas de partir, mais sans succès. Jonas fait alors un acte magique, avec son couteau, il coupe un arbre, d'où l'eau commence à jaillir. Il instruit Elias que tant que cette eau restera limpide, il peut être sûr que Jonas va bien. Cependant, si l'eau devient rouge, ce sera un signe que Jonas court un grave danger. Sur ces mots, Jonas prend congé et s'en va. Elias, inquiet, surveille constamment la source d'eau.
Lorsque, un jour, l'eau vire au rouge, Élias comprend immédiatement que Jonas a besoin de lui. Ignorant le devoir envers son royaume et sa mère, il s'aventure hors des domaines royaux à la recherche de Jonas. Sa quête le mène à la résidence de Jonas, où il découvre que Jonas s'est uni en mariage avec une jeune femme. Là-bas, il est confondu avec Jonas, grâce à leur ressemblance, et est appelé Jonath. Il apprend que Jonas est entré dans la forêt 5 jours auparavant et n'est pas revenu. Élias se lance alors à la recherche de Jonas, tandis que la reine, sa mère, est de plus en plus angoissée par son absence. Se sentant sans alternative, elle se tourne à nouveau vers le mage, qui répète l'exigence d'un sacrifice de vie en échange du retour en sécurité de son fils. La reine, mue par le désespoir maternel, accepte sans hésiter. Pendant ce temps, Jonas se retrouve gravement blessé dans une grotte, menacé par une créature ailée. Guidé par les cris de détresse de Jonas, Élias le trouve et affronte la créature, finissant par la tuer avec son épée. Ce qu'Élias ignore, c'est que la créature est en réalité sa propre mère transformée, accomplissant l'exigence cruelle du sacrifice de vie pour vie. Dans la conclusion de cette intrigue captivante, Élias est couronné roi, marquant la fin de la première des 3 histoires entrelacées. L'attention est ensuite dirigée vers la deuxième histoire, mettant en vedette un roi et 2 dames, Emma et Dora, comme personnages centraux. Le monarque de ce conte est connu pour son appétit insatiable pour les plaisirs, vivant entouré d'une cour de femmes et se livrant souvent à la boisson, bien qu'il n'ait pas choisi de reine pour lui-même. Malgré cela, il détient le pouvoir et la fortune nécessaires pour choisir n'importe quelle femme comme sa consort. Près du palais, vivent 2 sœurs d'un âge avancé, Dora et Emma, dont les personnalités sont contrastées. Dora est calculatrice et intéressée, tandis qu'Emma est d'une nature plus simple. Les 2 vivent recluses, loin de la société, et semblent destinées à rester célibataires, confinées dans leur résidence jusqu'à la fin de leurs jours. Cependant, elles possèdent des voix étonnamment jeunes et mélodieuses. Un matin, le destin des sœurs prend un tournant inattendu lorsque le roi est captivé par la voix de Dora, croyant être en présence d'une jeune femme d'une rare beauté. Animé par la curiosité et l'enchantement, il décide de se présenter à leur porte, espérant rencontrer la propriétaire de cette voix angélique. Intérieurement, il l'imagine déjà comme une figure jeune et éblouissante. En percevant l'arrivée imminente du roi, les sœurs sont prises d'une soudaine terreur, craignant la réaction royale lorsqu'il découvrira leur vrai âge et apparence. Après un moment d'hésitation et de peur, elles ourdissent une ruse. Dora demande au roi de leur accorder une semaine avant leur rencontre, espérant se préparer adéquatement à la visite royale et peut-être masquer la réalité de leur situation. Dans un effort pour rajeunir leur apparence, les sœurs adoptent des méthodes différentes pour dissimuler les signes de l'âge sur leurs mains. Dora recourt à l'utilisation d'herbes pour tenter de revitaliser la peau de ses doigts, mais les résultats laissent à désirer, révélant encore la peau de quelqu'un qui a vécu de nombreuses années. Emma, en revanche, adopte une approche plus inhabituelle, gardant son doigt dans sa bouche pendant plusieurs jours, ce qui, étonnamment, lui confère une apparence plus jeune et attrayante. Avec l'arrivée du jour fixé pour la visite du roi, une semaine après la demande de report, les sœurs se préparent pour la rencontre décisive. Lorsque le roi est présenté au doigt d'Emma, déguisé comme étant celui de Dora, il est envahi par une passion dévorante, convaincu d'avoir trouvé son âme sœur. Cependant, la peur d'être découvert hante les pensées des sœurs, conscientes que la vérité pourrait entraîner de graves conséquences. Dans une tentative de maintenir leur identité secrète, Dora stipule une condition particulière pour son rendez-vous intime avec le roi. L'obscurité totale doit les envelopper, condition rapidement acceptée par lui. En préparation à ce moment, Emma aide Dora en lui appliquant de la colle sur le corps, dans le but de simuler la fermeté et les contours d'une jeune femme. Sous la protection de la nuit, l'un des gardes royaux conduit Dora jusqu'au palais, garantissant que l'obscurité promise soit présente. Après avoir passé la nuit ensemble dans la plus complète obscurité, la vérité éclate à l'aube, lorsque le roi découvre la réalité sur sa compagne. Furieux d'avoir été dupé, il ordonne à ses gardes de jeter Dora par la fenêtre, un destin dont, par miracle, elle survit. Cependant, le destin réserve à Dora un revirement magique. Alors qu'elle se remet au milieu de la forêt, une sorcière la trouve et, à travers ses pouvoirs surnaturels, transforme Dora, lui accordant la beauté et la jeunesse d'une jeune femme aux longs cheveux, changeant son destin de manière inattendue et fantastique. Le lendemain, le roi pénètre dans la forêt, où par un coup du sort, il trouve Dora, désormais rajeunie. Il est immédiatement séduit par sa beauté et, sans hésitation, l'emmène avec lui au château, décidant qu'elle sera sa future reine.
Dora, bien que confuse par sa soudaine jeunesse, n'oublie pas sa sœur Emma et veille à l'inviter au mariage. Emma, incrédule face à la transformation de Dora, questionne le secret derrière un tel rajeunissement. Avec un soupçon d'ironie, Dora suggère simplement qu'elle a jeté sa vieille peau, une explication que Emma prend au pied de la lettre. Poussée par l'espoir d'atteindre le même destin que Dora, Emma cherche un forgeron, proposant un échange particulier, sa peau vieillie contre un collier. Le forgeron, se montrant plus crédule qu'Emma, l'emmène dans la forêt, où il accomplit l'acte brutal de dépouiller Emma de sa peau, la laissant attachée à un arbre. Emma parvient à retourner au château, mais son état est si affaibli qu'elle finit par décéder. Pendant ce temps, la magie qui avait transformé Dora commence à perdre de son effet. Elle remarque les premières marques du temps revenir sur son visage et son corps, réalisant qu'elle vieillit à nouveau. Avant que sa véritable âge ne soit évidente pour tous, Dora choisit de fuir le château. L'histoire de Dora se conclut de manière mélancolique, avec elle reprenant sa forme âgée, loin du glamour et du titre de reine qu'elle a brièvement apprécié. La narration avance alors pour introduire la troisième et dernière histoire, centrée sur un autre roi aux particularités marquantes. Ce roi, veuf depuis des années, vit avec sa fille célibataire, Violetta, pour qui il montre peu d'affection. Un jour, un événement inhabituel attire son attention. Il observe fasciné un insecte parasite sur sa main, suçant son sang, un moment qui, au lieu de répulsion, éveille en lui un intérêt particulier. Le monarque inhabituel développe une fascination pour permettre à un insecte parasite de se nourrir de son sang. Avec le temps, il décide d'installer le parasite dans une boîte en cristal, lui offrant son sang quotidiennement. Cette attention particulière fait croître de manière surprenante l'insecte. Parallèlement, sa fille Violetta, qui a mûri en une jeune femme d'une rare beauté, nourrit le désir secret de trouver son prince charmant. Cependant, le roi, absorbé par son soin pour l'étrange animal de compagnie, néglige les aspirations romantiques de Violetta. La situation prend un tournant tragique lorsque le parasite décède, laissant le roi profondément bouleversé. Dans un geste symbolique, il retire la peau de l'insecte et décide qu'il est temps de chercher un époux pour Violetta. Annonçant un concours royal avec la promesse que le vainqueur épousera Violetta, le roi cherche à soulager sa tristesse. Violetta, bien qu'initialement satisfaite à l'idée de trouver un partenaire, est contrariée de n'avoir pas eu l'occasion de choisir par elle-même. Cependant, elle accepte à contre-ségur la décision de son père. Le défi posé par le roi, deviner l'espèce de l'insecte exposé, s'avère impossible pour les concurrents, en raison de la croissance anormale et de la longévité du parasite. Lorsqu'un ogre au trait singulier se présente pour tenter sa chance, le royaume observe attentivement. En reniflant la peau de l'insecte, l'ogre surprend tout le monde en identifiant correctement le parasite. Face à la perspective d'épouser l'ogre, Violetta, désespérée, envisage un acte extrême de désespoir. Cependant, son père la rassure, réaffirmant son obligation d'honorer sa parole donnée, malgré le cœur brisé de Violetta. Conformée à son destin, Violetta est emmenée dans les montagnes par l'ogre, où elle passe des jours en pleurs. Lors d'un moment d'exploration, elle aperçoit une autre femme sur une montagne lointaine, poussée par l'espoir de changer son destin, demande de l'aide, partageant son histoire de malheur et cherchant une issue à sa situation éprouvante. La femme, en entendant l'histoire de Violetta, ressent de l'empathie pour sa situation et promet de lui venir en aide. Le lendemain, armée de détermination et accompagnée de ses proches, elle part en mission de sauvetage. Pendant la fuite, il rencontre l'ogre. Dans un moment de tension, ils parviennent à couper la corde d'un piège, faisant tomber l'ogre dans le précipice. Cependant, l'ogre, résilié et motivé par la vengeance, traque la famille, éliminant ses membres un par un. Le conflit culmine lorsque l'ogre atteint Violetta dans une grotte, essayant de l'étreindre. Violetta, gardant son calme et simulant la réciprocité, profite d'un instant de distraction de l'ogre pour porter le coup fatal avec un couteau, mettant ainsi fin à sa menace. Avec la tête de l'ogre entre ses mains, Violetta fait le chemin du retour au palais, où, devant le roi et la cour, elle dépose la macabre preuve de sa victoire, proclamant les mots qui soulignent l'ironie amère de son voyage. « C'est l'époux que vous avez choisi pour moi. » Les larmes de Violetta et le désespoir du roi face aux conséquences de ses choix remplissent la salle. L'histoire atteint sa conclusion avec Violetta assumant le rôle de reine, émergeant non seulement comme survivante d'une épreuve terrible, mais aussi comme une souveraine, symbolisant son ascension à travers l'adversité. Le film se termine à ce stade, laissant une leçon sur les conséquences des décisions prises sans considération pour les désirs et le bien-être des autres.
Et ainsi se termine la narration de ce conte de courage et de dépassement. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous pour plus de contenu, activez les notifications pour rester informé des nouveautés et n'oubliez pas de laisser un pouce levé pour soutenir. Nous vous remercions de votre audience.